Est-ce que tu peux revenir sur cette idée, en fait, un peu plus en détail? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, je vais créer une radio et elle va parler d'Europe, elle va animer l'Europe? L'idée, elle vient plutôt d'un constat pour moi. Un constat que l'Europe, ce n'est pas une préoccupation des médias mainstream, ou si ça l'est, c'est une fois tous les 5 ans, en chronique jardinage, c'est-à-dire une fois de temps en temps, en tout petit format généralement. On reviendra sur des chiffres de grands médias tout à l'heure. Et puis, ça fait depuis maintenant quelques années voilà, qu'on attend qu'elle soit traitée, cette Europe, qu'elle apparaisse en mots, en images, en audio. Alors, on fait des conférences, des débats, on essaye de former à la chose, à la matière européenne, mais rien n'y fait, en fait. C'est assez étonnant. Et on a dernièrement une tribune qui apparaît d'ailleurs dans Le Monde, qui est en date du 22 février, je crois, et qui demande d'ailleurs plus d'Europe à la télévision. Voilà. Et ça, régulièrement, on voit apparaître ces éditos, ces tribunes dans les journaux, mais seulement d'ailleurs quand elles sont soutenues par des grandes personnalités. Mais malgré tout, rien n'y fait. On a toujours un pourcentage très très faible d'Europe dans les médias ou thématiques européennes dans les médias. Alors plutôt que d'attendre à nouveau une décennie ou des tricotages progressifs du projet européen, on a décidé avec une petite équipe à partir de Nantes, et assez humblement, parce que avec nos moyens en tout cas, et à notre échelle, de nous atteler à cette tâche et de monter ce média européen des territoires. Et j'insiste là-dessus parce que on a généralement des médias qui nous envoient de temps en temps des thématiques européennes, mais ça part du haut et ça inonde notre territoire et on ne comprend pas grand-chose. Donc moi, c'était plutôt de partir des problématiques du territoire et à partir de ça, de ramener à la chose européenne en comparant, en faisant intervenir des experts européens et pas toujours les mêmes et pas toujours ceux qu'on voit sur les plateaux des médias mainstream. Donc voilà, c'était ça l'idée. Ensuite, on avait aussi notre mission, c'était de se dire on doit libérer des énergies, ouvrir les débats, favoriser les échanges, créer des proximités, informer sur ce que fait concrètement l'Europe à l'échelle d'un territoire, partager des idées, des expériences venues de toute l'Europe. C'était apporter des éclairages aussi et valoriser des solutions sur des problématiques spécifiques. En fait, c'était tout ça, quoi. Et en fait, il y avait une motivation par rapport à ça. C'est que l'échelle européenne, c'est quand même notre terrain de jeu sociétal aujourd'hui, environnemental, culturel, économique, et que c'est un espace qui est celui de nos enfants et des générations à venir. Donc, au-delà des jumelages, des réseaux de coopération, des groupements d'Européens, des projets éducatifs et culturels, moi, je me rendais compte que l'Europe, elle vit sur nos territoires. Voilà. L'Europe du terrain, l'Europe des territoires, elle est vivante, elle est dynamique, elle est propice aux relations humaines. Et moi, j'avais envie d'en parler et de défendre ça. Et pour ça, il fallait mobiliser les citoyens, impliquer des acteurs locaux, encourager les jeunes, à nous rejoindre. Et tout ça, c'est quand même un bien très précieux. Donc, pour moi, ça devait avoir un écho médiatique et ça doit avoir un écho médiatique au XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est les motivations, en tout cas, pour créer ce premier média de territoire, ce premier média européen des territoires. Très clair. Après, on aurait pu, excuse-moi Marianne, j'aurais pu très très bien choisir autre chose. J'aurais pu choisir de monter une télé et j'ai choisi une radio. Alors, et la radio, pour moi, c'est vraiment le médium du quotidien. C'est celui de l'intimité, c'est celui qu'on écoute en faisant plusieurs choses à la fois. C'est le média qui rentre dans la cuisine, dans nos chambres à coucher, dans la salle de bain. C'est celui qui nous suit dans les déplacements, en voiture, en train. C'est celui qu'on a au prolongement de notre bras parce que maintenant, on peut l'écouter sur iPhone. Et c'est aussi celui qui permet de travailler des nouveaux modes d'expression. On parle beaucoup des podcasts et on en écoute de plus en plus. Et la radio, elle permet ça, de fournir ces programmes qu'on peut écouter quand on veut également aujourd'hui. Ça a réellement changé, quoi. Et puis, il y a autre chose. Le choix de la radio, c'était de savoir que depuis très longtemps, on travaillait sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle appelle beaucoup le texte et l'audio.
Donc, du coup, c'est Mhm. pour moi voilà, un média qui était propice voilà, à pouvoir faire de l'information européenne qui rentrait partout. Voilà. Et puis parce que c'est aussi, depuis l'origine du baromètre, on sait que c'est aussi le média auquel les citoyens français accordent le plus leur confiance. Donc, voilà, c'était Mhm. tout ça voilà, m'a amené à me dire, voilà, la radio, enfin, le média européen des territoires à partir de l'outil radio, du médium radio. Voilà, ça me paraissait tenir la route et c'était de ma responsabilité. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps rouspéter, dire Ouais. voilà, ils n'en parlent pas, c'est dommage. Voilà, non, à un moment donné, c'était de se dire écoute, t'es journaliste, arrête de rouspéter et puis monte-le ce projet. Voilà, essaye. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Alors, nombreuses les difficultés, très nombreuses. Enfin, difficultés, Euh, réjouissances, mais… Alors, très nombreuses, d'abord parce que quand j'ai commencé à parler du projet radio, tout le monde m'a dit mais t'es complètement folle ma pauvre fille, de toute façon tu n'auras personne derrière le poste. Voilà, et puis je l'ai dit tout à l'heure, je voulais être prof d'anglais, donc les langues devaient être de toute façon des programmes à faire également par la radio. Donc écouter radio, c'était pas easy. C'est pas easy et dans le projet on le voyait bien, enfin quand on me demandait, quand on me disait mais donc il n'y aura pas que du français, non, il y aura de l'anglais, il y aura de l'allemand, il y aura de l'espagnol, parce qu'à un moment donné dans notre responsabilité commune c'est de se dire qu'on ne peut pas à un moment donné dire les jeunes français ne parlent pas les langues étrangères s'ils ne les entendent jamais. Donc du coup voilà, tout ça a été des problématiques pour poser le projet et rassembler quand même autour de moi. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai tissé la toile du milieu européen dans un premier temps pour m'aider à monter le projet. Et après, ce n'était pas facile. Économiquement, il a fallu aussi démarcher l'ensemble d'un territoire et des acteurs et d'aller chercher des acteurs financiers, donc mes collectivités locales au départ, pour pouvoir monter ce projet-là. Donc non, non, ça n'a pas été simple et ça l'est encore moins aujourd'hui, mais on y reviendra certainement plus tard, dans le développement de radio voilà, sur une échelle nationale aujourd'hui. Il y a une question de Laetitia qui demande pourquoi, selon vous, les journalistes ne parlent pas d'Europe facilement actuellement? Pourquoi ils ne parlent pas d'Europe facilement? Parce que peut-être que pour eux, la chose européenne est compliquée à traiter. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours très easy de parler d'Europe. Donc, ce qui m'amène à dire qu'il y a aujourd'hui, et c'est aussi ça le projet de radio, c'est de former une jeune génération à parler d'Europe, à comprendre les affaires européennes, à comprendre la façon dont ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vais donner un exemple dans les écoles de journalisme. Aujourd'hui, les langues, elles pèsent peu. Donc, on a des journalistes français qui sont focalisés sur la chose française et qui ont du mal à lire éventuellement leurs confrères dans d'autres langues. Et si on veut créer une nouvelle génération de journalistes, il va falloir aussi mettre dans ces fameux cursus universitaires ou d'école de journalisme les langues, enfin mettre les langues à l'honneur et se dire que voilà, ça va être important de les former également à aller voir ce qui se passe en Allemagne ou de savoir ce que leurs confrères ont écrit. Et voilà, et chaque matin, quand on fait sa revue de presse et quand on commence à savoir quel sujet on traite, ben, c'est peut-être de passer par là, c'est de se dire confrères les confrères, quelle est l'information européenne de chaque pays, parce que c'est pas simplement l'information européenne, pour moi, c'est pas simplement ce qui émane du Parlement, de la Commission et du Conseil. Voilà, c'est aussi avoir une curiosité par rapport au reste des autres États membres. Oui, on est potentiellement aussi, je pense, organisé d'un point de vue média, avec des médias locaux, des médias nationaux et finalement européens. Et le national va parler de l'européen, mais au niveau comparaison entre États, pas encore côté vie quotidienne et exemple sur le terrain que défend Euradio. Par rapport juste à ces médias nationaux, on sait que voilà, les Français écoutent côté radio France Inter à peu près à 12%, 12% RTL. Et à un moment, est-ce que une solution pour impacter n'aurait pas été de proposer une émission locale au niveau de ces grandes antennes
et pourquoi finalement avoir créé une radio avec une grille de programmation totale, enfin, à l'inverse, disons, d'une certaine manière. Alors, créer, est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus? Créer une émission locale, c'est-à-dire… Oui, disons que voilà, l'idée c'était de relayer le quotidien et l'Europe sur les territoires. Une autre manière de faire aurait été finalement une émission proposée à un grand média sur ce sujet-là. Là, toi, tu as fait le choix de créer une radio et de couvrir toute une plage, voilà, la plage totale au niveau des programmes. L'idée derrière, c'était quoi? L'idée derrière le projet Euradio? Alors, derrière le projet Euradio, mais avec l'idée d'une radio oui, qui couvre en fait tout. Oui, en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que là, je vais prendre quelques chiffres, Marianne. Là, selon une étude qui est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui s'intéresse aujourd'hui aux médias et comment les médias traitent d'Europe, on a une étude qui est sortie récemment et qui a mesuré justement la durée moyenne des programmes traités au niveau des grands médias. Je vais partir par les radios. Les radios nationales, France Inter, Europe 1, France Info, RMC, RTL, c'est un journal parlé par jour pour chaque chaîne, ce qui représente 12 minutes. Voilà. 12 minutes d'infos, voilà, sur ces radios nationales. Ça a été ce qu'ils ont calculé entre le 1er janvier 2016 jusqu'au 31/12/2017. C'est juste un exemple. Voilà. Sur les chaînes d'information continue, sur cette même période, on a compté 16 minutes d'Europe. Voilà. Et on a compté dans les journaux télévisés traditionnels, donc, qui sont TF1, France 2, France 3, M6, Arte, on a compté 26 minutes, en sachant que Arte relève également voilà, le temps et la durée moyenne de ces programmes traités. Donc, à un moment donné, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'on attend et on n'a que ça, que des petits bouts partiellement d'Europe, ou est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on a quand même laissé une partie de nos subsidiarités voilà, à ces instances européennes? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas il nous faut une chaîne entière dédiée à ces problématiques-là et à couvrir ces affaires-là? Enfin, on ne peut pas à un moment donné avoir, je ne sais pas, 36 000 cartes de journalistes et en avoir très très peu. Donc, je pense, je ne sais plus, le chiffre a remonté récemment, mais en avoir seulement entre 10 et 20 qui traitent les affaires européennes. Ce n'est pas suffisant là aujourd'hui. Enfin, ça veut dire quoi? On n'informe pas correctement. Ça veut dire que là, il y a quand même une partie de notre information qui nous manque. Enfin, je ne sais pas, si je prends par exemple des télévisions locales aujourd'hui qui continuent à faire, voilà, à parler de thématiques qui sont des thématiques de territoire national, mais qui sont des thématiques européennes, et à inviter sur leur plateau ou à ne faire cette information qu'en restant sous la barre de l'information nationale. Voilà, on n'a toujours pas de gens qui viennent sur les plateaux et qui vont mettre en perspective cette information-là ou cette problématique-là avec l'Europe. Donc, je trouve que là, il y a un pan de notre information qu'on n'a pas. Voilà. Donc, moi, je dis qu'à un moment donné, on n'a plus le temps d'attendre, en fait. Maintenant, c'est de faire et de créer ça sur l'ensemble de notre territoire et peut-être dans l'ensemble des États membres pour avoir des sujets qui se croisent, des thématiques voilà, qu'on peut comparer, des experts qu'on peut faire débattre ensemble. Et puis en même temps, ça nous permet une meilleure compréhension culturelle aussi de chacun de ces pays. Voilà, et de comprendre un peu mieux voilà, leurs décisions. Donc c'est compliqué en fait tout ça. Après, pour revenir sur mes confrères, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Enfin, et en même temps, on a l'impression que tout est fait pour que on ne parle pas d'Europe, quoi. À un moment donné, moi je dis qu'il faut scénariser un peu cette vie européenne, quoi. Voilà, on n'a pas de personnalité politique européenne que les Français connaissent. Enfin, alors si on a pareil, là, je crois que c'est également, je ne sais pas si c'est le mouvement européen qui avait mesuré ça. Aujourd'hui, dans les dernières études qu'ils ont fait, alors je crois que c'était en 2020, sur un échantillon de 1000, on a des personnalités politiques qui sont Michel Barnier, qui est connu, voilà, à peu près la moitié des Français. On a un Thierry Breton,
qui est nouveau commissaire français à la Commission européenne, qui se place en seconde personnalité. On a quand même voilà, une connaissance d'Ursula von der Leyen, tu vois, qui doit être dans la troisième personnalité la plus connue. Des jeunes qui connaissent bien Margaret Vestager, parce que bien évidemment elle s'est confrontée à un moment donné aux géants du numérique, donc voilà, les jeunes la connaissent un peu, mais voilà, après pour en parler, il va falloir qu'à un moment donné on arrive, voilà, à mettre, c'est pas joli ce que je dis, mais c'est mettre en scène, quoi. C'est à un moment donné suivre le feuilleton européen comme on suit le feuilleton de politique nationale, quoi. On avait une question, je vais passer la parole à Ariane Forgues-Hainaut. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante et pour la suite. Comme je le disais par écrit, je travaille avec la députée Caroline Janvier qui est à l'initiative de la tribune du 22 février. Donc, je suis ravie que vous la citiez, puisqu'on travaille beaucoup sur ces sujets à l'Assemblée en ce moment. Mais j'avais une question plus spécifique, puisque vous indiquiez que Euradio a été pensé pour être bottom-up dans son approche et devenir les territoires par opposition à ce qu'on voit souvent. Donc, dans cette mesure, je voulais savoir, est-ce que vous travaillez avec les différentes antennes de France Bleu, à Nantes notamment, bien sûr, mais également ailleurs, puisque Radio se développe de plus en plus ces derniers mois. Voilà. Dans quelle mesure vous travaillez avec les journalistes des radios plus, on va dire, traditionnelles, FM? Merci. Alors, on travaille peu avec eux. Enfin, on a tenté des choses, on a tenté des rapprochements, on a tenté de proposer des projets à d'autres radios. Mais quand on évoque éventuellement la chose européenne, on nous dit « mais nous, on est un média de territoire, on traite les problématiques des territoires ». Et là, les bras m'en tombent, en fait. Voilà, les bras m'en tombent. Je ne sais pas comment faire comprendre ces choses-là aux journalistes. Voilà. Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas la priorité, en effet, des grands médias aujourd'hui. Ce n'est pas la priorité d'un service public. Et je suis bien au regret aujourd'hui de le vérifier. Donc, voilà, on n'a pas de mésentente, on s'entend bien. Voilà, moi, je vais vous donner un exemple. Enfin, par exemple, quand moi, je vais à une conférence de presse et que je tends mon micro éventuellement voilà, sur des politiques locaux et tout le monde sait qu'on va avoir à un moment donné de toute façon une question qui est une question avec une ouverture européenne, la plupart des journalistes baissent leur micro. Vous savez que généralement, quand on fait des conférences de presse, quand on interviewe à plusieurs, on garde tous nos micros voilà, penchés sur la personne en disant je récupère aussi la réponse à ta question, et ainsi de suite. Moi, quand je parle des affaires européennes, tout le monde s'en va. Voilà, donc c'est bien, c'est un vrai reflet, en fait, c'est une photographie aujourd'hui sur le monde journalistique actuel. Voilà, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas ce qu'on leur demande de ramener à leur rédaction. Donc voilà, on se sent énormément seul dans ces moments-là. Alors après, Laurence, est-ce que tout ce que tu dis, je pense qu'on est globalement tous d'accord, est-ce qu'il n'y a quand même pas une évolution positive depuis l'an dernier, notamment avant les élections européennes, qui a montré qu'on parlait beaucoup plus d'Europe, une participation en hausse au niveau des élections? Et il y a une question également de Laetitia qui dit « Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on parle tout de même davantage d'Europe en France. Est-ce que vous ne trouvez pas ?» L'Europe, avec ses discours en Grèce, à la Sorbonne, lui doivent beaucoup. Est-ce que de ce côté-là, alors du côté d'Emmanuel Macron ou plus largement, enfin j'imagine du gouvernement, quels sont les soutiens qu'on pourrait voilà, imaginer, que tu as peut-être eu sur le sujet? Moi, je pense que dans un premier temps, les élections européennes qui se sont déroulées là au printemps 2019 ont vu bien évidemment leur taux de participation rebondir à un score qu'on n'avait pas vu depuis au moins 25 ans. Donc, c'est simple, hein, on a un taux de participation qui est à 50,6, je crois, enfin, si je ne me trompe pas. C'est le plus élevé depuis voilà, des lustres. Et c'est 8 points de plus par rapport à 2014, je crois. Voilà. Donc ça, on sait qu'avec ces dernières élections, on a vu un regain, en tout cas, de sujets européens traités par les médias. Mais en même temps, voilà, on est aussi, il faut être clair, hein, ce qui a drainé de l'information européenne dernièrement, bon, ben, on le sait tous, hein, au niveau des thématiques, ça a été le Brexit. Voilà, ça, dans le classement des enjeux thématiques, je pense qu'on est au top.
Voilà, ça doit représenter, je me demande si ça ne représente pas la moitié des articles et de l'actualité européenne. Et puis, on a eu aussi un sujet en deuxième position. Alors, il faudrait vérifier, hein, mais je ne pense pas me tromper en disant que c'était voilà, la thématique et la politique migratoire. Donc, ça a été les deux sujets qui ont drainé voilà, un nombre d'articles et une actualité européenne un peu plus foisonnante que d'habitude. Mais après, enfin, réellement, enfin, c'est très bien parce qu'il faut en parler. Mais rebrancher le fil européen pour les citoyens, ça passe pas que par ça. Enfin, on le sait tous. Si à un moment donné, on veut avoir un fil qui se rebranche, c'est pas seulement avec ces thématiques-là. Enfin, c'est les thématiques qui sont les thématiques du quotidien. Enfin, aujourd'hui, les gens sur les territoires, voilà, ils comprennent pas tout. Donc, il y a plein de petits sujets qui sont les petits sujets du quotidien et sur lesquels on peut les amener à une compréhension européenne. Et en même temps, qui vont peut-être susciter leur curiosité, leur donner un peu plus d'ouverture qu'en traitant justement Brexit, migration, voilà, qui ne sont pas les sujets de monsieur et madame tout le monde, quoi. Donc, moi, j'ai pas envie d'être... Enfin, ce projet-là, il a été mis en place pour... Enfin, en tout cas, c'est mon rêve, hein, voilà, pour qu'on amène derrière nous un ensemble, quoi. Une nouvelle génération, des gens qui ne sont pas forcément dans la bulle européenne. Donc, c'est comment on se rend pédagogue, comment on est à l'écoute des problématiques actuelles pour pouvoir réagir et travailler sur des mises en perspective. Voilà. C'est tout ça qui m'intéresse. Et c'est ce que ne font pas les médias actuellement. Donc oui. Alors, à ce titre-là, il y avait quand même une émission le 16 avril en prime time sur France 2 sur l'Europe qui commençait à évoquer ces sujets du quotidien. Sinon, donc tu dis sujet du quotidien, est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres focus sur lesquels tu penses l'Europe, il y a le feuilleton, clairement, feuilleton politique qui peut intéresser, cristalliser un peu voilà, l'attention. Et au-delà de ce feuilleton, quels seraient les sujets que toi tu vois comme étant possibles à développer et que développe Euradio? En fait, il n'y a pas de sujets qui ne sont pas de sujets européens. Mais ça dépend, et je pense qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle sujet et actualité européenne. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus où on bute en ce moment. Voilà. Je pense qu'il faut au départ le déterminer. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle là d'information européenne et simplement d'expliquer comment fonctionne Parlement, Commission, Conseil et toutes les institutions européennes d'ailleurs, parce que ça ne s'arrête pas à ces trois-là. Est-ce qu'on parle d'information européenne et d'information européenne quelles sont les informations dans les autres États membres. Voilà, et nous, c'est un peu tout ça qu'on fait. Enfin, on ne fait pas que... voilà, on suit l'activité parlementaire européenne, on essaye de suivre les conseils, voilà, mais à côté de ça, moi, je ne sais pas ce qu'on pourrait donner comme exemple, mais voilà... pendant un moment donné, il a été question des retraites. Ben voilà, à un moment donné, c'est prenons toutes les thématiques des retraites, tout ce qui peut être un angle intéressant et essayons de le mettre en perspective. Voilà, c'est tout ça. Voilà. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'activité locale, mais je ne mens pas quand je dis ça. Il n'y a pas d'actualité locale où on ne peut pas trouver un tout petit pendant de mise en perspective ou d'ouverture européenne sur ces sujets-là. Voilà. C'est toujours de remettre dans un contexte européen. Voilà. Et rien que ça, rien que de favoriser ça, c'est juste énorme. Voilà. Après, j'ai une autre idée qui me vient en tête aussi, tu vois, on a incité des jeunes gens à partir en Erasmus pendant des années. Voilà. Ils reviennent, elle est où l'Europe qu'ils ont vécue les uns et les autres dans nos médias français? Elle est où aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils ont vécu, par exemple, pendant 1 an en Allemagne. Ils rentrent en France. Il n'y a pas un seul artiste allemand dans les programmations musicales de nos radios. Voilà. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont plus l'information qu'ils ont découverte en Allemagne. Il n'y a plus rien. Voilà. Ou très peu de choses. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est de se dire, il y a un vrai travail à mener et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. C'est comme ça qu'il va vivre ce projet européen.
On ne peut pas former des générations entières et quand elles reviennent, dire ah, ben on s'arrête aux frontières de la France. Désolé, donc l'Allemagne, on n'en parle plus. Les artistes, la culture, on n'en a rien à faire. Voilà, et on ne va parler que de nous. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est une sorte de réflexe sur tout sujet. C'est une sorte de réflexe, mais par contre, ça demande une gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire, ça demande beaucoup plus de recherche. Et c'est ça qui est compliqué là. Nous, parce que pour expliquer à tout le monde, Euradio, c'est en effet un média européen de proximité, mais c'est également une radio-école. C'était de se dire, c'était prendre le pari, mais humblement, à notre échelle, on n'en forme que 10 tous les 6 mois, de se dire que si on forme ces 10 journalistes-là, c'est de leur montrer qu'on peut faire de l'Europe à partir de n'importe quel territoire. Voilà. Tu es allemand, tu viens chez nous, voilà, et nous, on va te montrer voilà, quelles sont nos problématiques. Et toi, à partir de ta culture, tu vas aller chercher dans ton pays comment on peut mettre en perspective, tu vois, cette information. Mais on va te demander de ne pas traiter que l'Allemagne. On va te demander de traiter également d'autres projets. Voilà. Et tout ça, c'est important. C'est important de dire voilà, qu'on attend alors, je ne sais plus quelle est l'expression dans les médias, mais de dire on attend une diversité européenne. Mais elle est où la diversité européenne? On ne l'entend pas. On a, à part éventuellement mon ami anglais voilà, qui faisait François à l'époque et qui était un anglais voilà, où on entendait l'accent anglais. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accent en France dans les radios. Encore moins d'accent de journalistes qui sont français, anglais, espagnols, et pourtant qui pourraient rejoindre nos rédactions aujourd'hui, qui pourraient mixer nos rédactions, et qui pourraient avoir un regard pertinent, qui pourrait ouvrir justement ces informations-là. Donc, voilà, donc ça part un peu dans tous les sens parce que je m'enflamme et parce que ça me tient fort, mais en tout cas, à un moment donné, c'est ça un projet européen. On ne peut pas faire sonner une diversité européenne si on n'entend pas ces accents, si on n'entend pas ces langues, si on n'explique pas la culture. Voilà. Et si on est complètement fermé sur nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Par contre, si on forme différemment, si on arrive à voir ces gens-là, si on s'accorde ensemble sur ce qu'on a envie d'entendre, sur ce que doit être un projet européen médiatique, oui, on va réussir. Voilà. Tout à l'heure, tu me parlais des difficultés que j'ai eues à mettre, tu vois, ce projet en place. Et encore plus là aujourd'hui. On m'a dit, mais on ne peut pas faire un média européen parce qu'il y a l'histoire et il y a la barrière linguistique. Mais on s'en fiche de la barrière linguistique. Parce que des radios, on pourrait en avoir en Allemagne et ils vont traiter de l'information européenne, mais en allemand. Enfin, je ne vais pas leur demander de parler français ou anglais. Il y a un moment donné où, bien évidemment, ce sera plus facile pour nos journalistes français d'appeler la rédaction allemande et de dire moi je suis en train de traiter un sujet pêche à Brest, est-ce que tu peux finir ton sujet avec voilà, une mise en perspective à partir de l'Allemagne. Voilà, et c'est ça qui va être intéressant. C'est à un moment donné voilà, des émissions qu'on pourra faire ou des petits modules qu'on peut faire en commun, mais en rien ne nous empêche de faire un média européen et encore moins une barrière linguistique. On avait la question de Richard qui disait « Connaissez-vous des médias équivalents aux vôtres dans les autres pays de l'UE ? Est-ce que vous échangez avec ces médias le cas échéant et faites-vous intervenir des experts ou autres des autres pays de l'UE ?» Ça, je pense que c'est amplement le cas sur Euradio, pour donner un point de vue voilà, différent. Non, il n'y a pas d'autres médias européens comme Euradio. C'est vraiment, ça a été très longtemps d'ailleurs au tout début financé par la Commission européenne parce que j'avais réussi à avoir un budget de fonctionnement par la Commission européenne avec ce projet-là, en répondant voilà, à un appel d'offres de l'Europe pour les citoyens. Et non, en fait, c'est vraiment, ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà, ça n'existe nulle part ailleurs. Pour moi, d'ailleurs, le constat, il est juste dramatique, quoi, parce que je ne suis pas plus douée que les autres, mais à un moment donné, ça me semblait pertinent, en tout cas, de le mettre en place. Mais non, ça n'existe nulle part ailleurs. Après, vous avez développé des partenariats, peut-être tu peux revenir dessus, avec une radio à Hambourg, avec une émission aussi qui traite de culture sur France Culture. Enfin, il y a un certain nombre de partenariats aussi pour relayer et se mettre en réseau. Oui, parce que en fait, l'important pour moi aussi, c'est d'agréger des gens et des programmes qui se font en France par d'autres radios associatives de services publics, donc de leur demander l'autorisation de pouvoir les rediffuser sur cette chaîne qui est identifiée Europe aujourd'hui. Voilà, donc on est allé chercher des partenariats avec d'autres radios qui font des émissions alors dans leur langue et que je laisse en VO volontairement, mais qui vont parler d'Europe en italien,
Donc, on a un partenariat aussi avec la RAI sur un programme italien, on l'a avec une radio allemande, on l'a avec Arte des fois sur des sujets européens, on l'a avec RFI sur 2 programmes européens. Donc, non, c'était pas de rester toute seule. De toute façon, un projet qui, voilà, à un moment donné, s'il n'est pas partagé, il vit pas. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les forces vives ailleurs en Europe pour nous aider, déjà, dans un premier temps, et sans moyens, de pouvoir faire et d'avoir un programme. Voilà, Radio, c'est 24 heures sur 24. Hein, donc, voilà, avec beaucoup de musique, parce que c'était aussi une porte d'entrée chez nous d'avoir cette programmation européenne, parce qu'à un moment donné, c'était comment on attire les jeunes, et on savait qu'ils rentraient par la porte musicale. Donc, c'est de se dire, une fois qu'ils sont rentrés par la porte musicale, ils débordent un petit peu, ils écoutent un programme, et puis peut-être après un deuxième, et ça marche, en effet. Donc, mais non, on ne travaille pas tout seul, et on va vraiment chercher les partenariats à droite et à gauche. Voilà. Et puis, je vais vous dire aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'en 2013, il y a une résolution qui avait été déposée au Sénat, qui était portée par plusieurs sénateurs et qui demandait la création d'un Radio France Europe. Donc, à l'époque, autant vous dire, Radio France avait déjà des problématiques, donc ça a été retoqué par le gouvernement de l'époque, mais la résolution, d'ailleurs, dont on trouve encore les échanges au Sénat, a été votée par une majorité de sénateurs. Voilà, mais c'est une résolution non contraignante. Hein, mais voilà, mais en tout cas, ça montre bien qu'il y avait une véritable envie, de toute façon, de créer un média européen sur tout le territoire national. Et moi, à l'époque, j'ai récupéré ce dossier-là. Radio Nantes existe depuis 2007, hein, donc on savait qu'on existait. Je trouvais qu'on était très pertinent pour reprendre leur dossier. Et voilà, et ça a donné l'idée de se dire que quand on pourrait, on irait, en effet, on ne resterait plus qu'à Nantes, on irait chercher les autres villes françaises. Et après, moi, je ne veux pas m'arrêter aux autres villes françaises, je veux, en effet, avoir un Euradio dans chaque État membre, puisque c'est ça l'objectif du projet. Hein. Ce n'est pas de s'arrêter à la France, hein. C'est vraiment d'aller… Est-ce que tu peux revenir sur ce projet? Actuellement, quelles sont les villes couvertes? Quelle est la technologie? Et demain, quelle est l'ambition? Ben, en fait, il n'y avait plus de fréquence FM. Donc, on a été obligé d'attendre une nouvelle norme technologique qui s'appelle le DAB+, donc qui officie déjà dans plusieurs pays européens. On était un peu à la traîne par rapport à ça. Voilà. Et en 2016, le gouvernement français a lancé les premiers appels d'offres du CSA sur Lille, Lyon et Strasbourg. Donc, on a pris la canne de pèlerin. On est allé voir les acteurs du territoire, les collectivités locales de chaque territoire, pour leur demander de nous rejoindre et en tout cas de nous faire des lettres de soutien par rapport à ce projet qui pourrait naître sur leur territoire. Voilà, donc on a fait ces dossiers au CSA et on a remporté les premiers appels d'offres qui étaient Lille, Lyon, Strasbourg. Ensuite, on a réussi à avoir Nantes, mais on l'avait déjà en FM et on était déjà en essai numérique, enfin DAB. Donc on a eu Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire. Ensuite, on a eu Bordeaux, Toulouse. On a eu Rouen, Le Havre, et on a eu Paris, Nice, Marseille. Je dois en oublier. En fait, pour l'instant, on en a 15 villes françaises. J'en ai demandé 6 autres là dernièrement au CSA. On a réussi à avoir Bruxelles. Voilà. Et puis, mon ambition là, parce que je pourrais y aller, mais il faut que je trouve les moyens pour pouvoir y aller, c'est qu'il y a des appels d'offres en ce moment sur l'Allemagne et sur la Hollande. Voilà, et j'aimerais vraiment réussir à avoir et à aller sur ces 2 prochains pays pour rendre le projet encore plus européen et commencer l'européanisation de ce projet. Donc, je ne sais plus quelle était ta question, excusez-moi. Si, c'était le projet, la vision. Je pense que c'est assez clair dans ce que tu disais. Oui, la vision, c'était ça, c'était de se dire de toute façon, enfin, voilà, c'est une vraie passion pour moi. Je sais que je pense que encore plus aujourd'hui qu'hier, ce projet est nécessaire. Voilà. Là aujourd'hui, je commence à entendre des gens parler, et normal, enfin, de façon tout à fait normale, puisqu'on a des enjeux environnementaux, mais qui commencent à résonner local, national. Et là, j'entends tout ça, mais je me dis attention de ne pas perdre justement cette curiosité, cette ouverture vers les autres. Et un média comme celui-ci, il va être important, voilà, aujourd'hui, même sur ces territoires-là, de leur montrer qu'on peut penser ça à des échelles locales, nationales. Mais il ne faudra pas oublier, voilà, que voilà, c'est dans un groupe, c'est dans
c'est dans un projet. Et donc, de continuer à élargir, quoi. On avait une question d'Agnès qui disait quels sont les leviers finalement de changement qui vous paraissent actionnables? Il y a cette vision que tu viens de développer, mais globalement, est-ce que tu as imaginé, identifié finalement des leviers, que ce soit au niveau de la commission, au niveau d'autres partenaires, des mécènes, ce genre de choses? De toute levier, façon, voilà, moi je pense qu'il y a une vraie responsabilité aujourd'hui. Vous allez me trouver culottée, hein, mais à nous rejoindre en fait sur ce projet-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est patron d'entreprise et quand on travaille à l'échelle européenne, on se doit aujourd'hui de continuer à informer et à former peut-être à un moment donné ces ouvriers sur la chose européenne et de bien faire comprendre voilà, dans quel projet on est, pourquoi on travaille au niveau européen. Voilà. Je pense qu'il y a des gros enjeux là-dessus. Donc ça, c'est un levier pour moi d'aller chercher voilà, des entrepreneurs dans chaque région et de leur dire rejoignez-nous pour être les membres fondateurs de ce premier média européen de proximité des territoires. Après, il y a bien évidemment la commission, et c'est pas sans mal hein, qu'on essaye justement d'avoir l'appui de la commission, mais c'est difficile d'avoir la commission à nos côtés, parce que ça ne marche pas comme en France. Enfin, il n'y a pas de subvention de la part d'une commission, donc il faut aller chercher les moyens en répondant à des appels d'offres de la Commission européenne. Après, j'ai quand même une interrogation sur comment est financé Euronews hein, aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a peut-être des leviers à ce niveau-là. Ensuite, c'est aussi chaque collectivité, c'est d'aller chercher, oui, des mécènes. C'est simple, hein, on a aujourd'hui des médias français qui sont dirigés par 20, on va dire 20 grandes familles françaises, voilà, 20 industriels français, peut-être un peu plus, mais en tout cas, si on enlève le service public. Voilà, nous, on dit à ces gens qui souhaiteraient nous rejoindre, rentrez dans cette ronde-là avec nous, mais pour créer justement ce média européen. Quoi. Rentrez dans la ronde avec nous. Mais vous ne serez pas seul à nos côtés, vous serez plusieurs. Et on est toujours voilà, plus pertinent quand il y a plusieurs actionnaires aux côtés d'un média. Plusieurs questions en fait de Laetitia. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Laetitia, et poser les questions sur la consultation de la Commission européenne? Je n'entends pas Laetitia. Je vais poser les questions qu'elle nous livre. Elle dit « La Commission européenne vient de lancer une consultation Pacte climatique européen pour recueillir des remontées de tous les acteurs terrain pour concevoir, partager de l'info, lancer des activités terrain, proposer des solutions. Comptez-vous y répondre ?» Deadline 27 mai. Eh bien, je ne l'avais pas vu, celui-là. Mais oui, je vais, de toute façon, vous savez, je ne passe pas à côté de grand-chose, mais quand même, oui, je pense qu'on va essayer d'y répondre. Oui, tout à fait. De toute façon, en plus, la question environnementale, pour ce média, elle ne se pose pas, hein, parce que la question environnementale, aujourd'hui, elle doit être transversale dans toutes les thématiques. Donc, bien évidemment, ça paraît aller de soi, de toute façon, que d'en parler, que de relayer, d'être là-dessus. Hein, voilà. Et comme on porte également haut et fort aujourd'hui une autre thématique qui est très importante pour nous, hein, puisqu'on va être le premier média européen à le mettre en place, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à l'égalité femmes-hommes. Voilà, parce qu'en plus de monter un média européen, je vais rajouter une complexité dans le montage de ce média, c'est que je veux qu'on travaille sur une parfaite égalité femmes-hommes dans les sujets, dans les équipes et dans la programmation musicale. Donc là, dans la programmation musicale, ça a été le premier chantier sur lequel on a travaillé, parce qu'on sera les premiers à le faire. Et ce que vous allez entendre à partir de juin, il y aura une parfaite égalité entre femmes-hommes, voilà, artistes femmes, artistes hommes, voilà, sur radio. Et donc, voilà, donc bien évidemment, oui, toutes ces thématiques-là nous intéressent. Oui, merci, excusez-moi, j'ai enfin pu actionner mon micro. Laetitia Pasto, merci beaucoup, c'est absolument passionnant de vous entendre et de voir que quelqu'un
comme vous, à réaliser une idée qui était absolument nécessaire en France. On parle vraiment trop peu d'Europe. Je note quand même que Emmanuel Macron a quand même fait un gros, je ne suis pas macroniste Oui. par définition, mais a fait un énorme effort pour qu'on parle davantage d'Europe et de façon plus positive en France. Je trouve qu'il faut quand même le dire avec son discours de la Sorbonne, avec son discours en Grèce auparavant. C'est peut-être à lui qu'on doit justement ces plus 8 points de taux de participation aux dernières élections européennes, parce qu'il a su préparer 2 ans avant les échéances, justement les échéances. Ça, il m'a semblé noter. Et je trouve qu'on parle un peu plus d'Europe dans les interventions des différents hommes politiques sur France Inter, par exemple, dans les 10 minutes de matinale ou les demi-heures de matinale. Il y a une tendance quand même qui va dans le bon sens, mais c'est magnifique tout ce que vous pouvez faire pour renforcer cette présence. Et donc, j'ai une question sur Euronews. Justement, il me semble, le même objectif de favoriser l'information au niveau européen sur les sujets européens. Est-ce qu'il y a des synergies possibles? Il y a un moyen de travailler main dans la main, mais sur le plan radio, est-ce que ça ne renforcerait pas l'efficacité de chacun? Et puis, c'est très difficile, moi, ayant travaillé à Bruxelles dans des fédérations européennes sur des questions d'échange de bonnes pratiques, comprendre ce qui se passe dans les autres pays, ce n'est pas si simple, c'est un énorme travail, et donc ça nécessite, comme vous le dites, des réseaux d'experts. Qui soient suffisamment compétents pédagogues, c'est vraiment. Alors, nous, on travaille beaucoup avec les académiques, c'est-à-dire qu'on passe par les académiques pour avoir ces réseaux d'experts aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, la seule façon de lutter contre les fake news, c'était de renforcer les collaborations avec les académiques. Voilà. Donc, on essaye d'aller chercher le réseau des académiques pour pouvoir avoir ces experts dans différentes thématiques. Donc, on travaille beaucoup chez nous avec un réseau qui s'appelle Alliance Europa et qui nous aide beaucoup non seulement à faire des émissions, à construire des thématiques, mais aussi à aller chercher les experts en Europe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il y a des collaborations possibles avec Euronews? Je ne sais pas, mais je pense que oui, bien évidemment qu'il doit y avoir des possibilités de faire des choses ensemble et justement d'être un relais radio peut-être pour eux. Après, voilà. Guillaume Clossat est très ouvert. Comment? Guillaume Clossat est très ouvert. Oui, tout à fait. Et puis que je connais bien. Après, nous, on est très attachés à quelque chose qui est important pour moi, c'est... Moi, j'ai déjà posé la question, en fait. Euronews, je trouve ça très, très bien. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Si je devais faire un sondage aujourd'hui, d'abord, Euronews n'est pas diffusé partout et sur toutes les plateformes. Donc, c'est un peu compliqué. Et si je posais la question sur un entourage de 10 personnes, il y a peu de gens, en fait. C'est nous, Euronews, ça reste aussi la chaîne quand on voyage, qu'on allume dans une chaîne d'hôtel, quand on rentre à 3 heures du matin. Voilà. Et ça ne parle pas à tout le monde. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il y a des collaborations possibles parce qu'on pourrait très bien imaginer décliner certains sujets d'Euronews pour ramener cette thématique et ce décryptage dans les territoires, par exemple. Ou partir des territoires pour que, du coup, Euronews s'en empare et puisse faire remonter sur de plus grandes thématiques générales. Donc, ça, il y a certainement une possibilité, en tout cas, de faire des choses ensemble. Et après, je le rappelle, mon intervention du début, c'est que du coup, c'est vraiment de parler au plus grand nombre. Voilà. Donc, c'est vraiment d'avoir aussi des sujets qui sont des sujets qui peuvent paraître très terre à terre, mais à un moment donné, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire que les gens s'intéressent à autre chose et passent un stade et comprennent un peu mieux ce qui se passe pour les gens, comment ça fonctionne. Donc, du coup, voilà. On sait que les radios de proximité, par exemple, ce sont des outils mais incroyable sur les territoires. Incroyable. À ce propos, est-ce que vous avez fait de la publicité pour votre podcast Proximité 13 européenne? C'est pas venu jusqu'à moi. Comment peut-on renforcer la publicité sur les podcasts? Parce que c'est vrai qu'on les écoute en boucle ensuite, quand on a un podcast. En fait, oui, nous, on les a mis sur les plateformes de podcast aujourd'hui. Donc, sur, je crois, les Spotify, alors je ne connais pas toutes les plateformes de podcast sur lesquelles mes équipes postent ces podcasts-là. Mais voilà, on a mis pas mal, une bonne partie de l'antenne d'ailleurs, qui est sur. Oui, mais encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Oui, c'est vrai. On n'a pas été le chercher. Ouais.
Ouais, tout à fait, mais autant de bonnes idées, merci. Non, non, dernière question sur les projets européens. Et après, je vais devoir vous quitter. Mais un immense merci d'avance. C'était passionnant. Voilà. Je trouve que toute cette information à répandre auprès des territoires, c'est très important aussi pour que les Français fassent davantage appel aux fonds communautaires. On est connu pour ne pas le faire beaucoup. On se prive d'une manne, certes, qui prend du temps à être géré, mais comme tout argent, il faut pouvoir rendre des comptes. Donc, je trouve que ça, c'est un vrai enjeu aussi. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont à développer et surtout dont il faut parler très rapidement. Voilà, c'est pour moi un vrai engagement de toute façon. C'est aussi pour ça qu'on ça fait des perspectives. Nous avions merci beaucoup. On avait une question de Clotilde également. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parce que j'ai un petit problème de connexion. D'accord. Donc moi, je coordonne la revue d'un think tank européen qui s'appelle Confrontation Europe et on a une publication trimestrielle. Et je suis journaliste. Et du coup, je suis en fait très intéressée par tout ce que vous avez dit sur le problème un peu de... Enfin, je vais le dire de façon un peu vulgaire peut-être, mais de rendre sexy l'Europe, en tout cas de toucher, que les gens y voient quelque chose de tangible et aussi de proche d'eux. La question que j'avais, c'est... Alors d'abord, je voulais vous remercier aussi parce que, notamment, moi qui travaille sur les migrations en particulier, il y a souvent des journalistes de radio qui viennent et qui interviewent justement des intervenants qu'on a, des panélistes et qui sont en effet de bien des pays européens, avec l'enjeu de la langue, mais pas seulement, parce que parfois ils sont aussi francophones. Et donc, je m'en félicite, quoi, vraiment, et j'aime beaucoup votre travail. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez fait à Euradio comme travail autour à l'époque, des consultations citoyennes sur l'Europe, c'est-à-dire comment on rend cela médiatiquement visible, et s'il y a quelque chose à dire, et pour dire que c'est un fiasco peut-être aussi, parce qu'en l'occurrence, ça l'a quand même été. Et qu'est-ce que, même si le Covid change un peu la donne, comment on réfléchit en tant que média, et quand on est sur l'Europe, sur comment parler de la conférence sur le futur de l'Europe, sachant que c'est d'abord quelque chose qui se veut justement une façon de renouer le lien entre citoyens et Union européenne, mais que ça apparaît peut-être comme quelque chose de complètement technocratique et kafkaïen et que ça parle à personne. Hein, mais voilà, c'est une question ouverte. Alors oui, c'est vrai qu'on travaille déjà beaucoup ensemble, hein, avec Europe. Vous n'êtes pas le seul think tank, mais en tout cas, voilà, c'est une vraie collaboration et qu'on aime beaucoup. Donc un grand merci de participer au projet. Sur les consultations citoyennes, voilà, vous l'avez dit, pour moi, ça a été quand même un véritable fiasco qui nous a mis en péril à un moment donné, hein, parce que dans notre financement, nous avions le ministère des Affaires européennes et que pendant une année entière, nous n'avons eu aucune aide du ministère des Affaires européennes parce qu'il y avait les consultations citoyennes. Donc, on a un peu failli toucher le fond à ce moment-là. Qu'a-t-on fait sur les consultations citoyennes? Ça partait des territoires. Donc, nous, on a suivi les territoires, on a mis l'outil radiophonique à disposition, on en a enregistré certaines, on a été en direct avec certaines, on a animé certaines, on a participé à certaines. Voilà, ça a été ça notre... voilà, après... moi, j'ai vraiment, je ne sais pas si c'est le fait de vivre à Nantes et d'être loin de Paris, mais voilà, je vis une réalité qui n'est pas tout le temps celle des gens qui vivent à Paris et qui sont dans une bulle européenne. Voilà, j'ai aussi des remontées de terrain avec des gens qui ne comprennent plus et qui ont l'impression qu'on ne s'adresse plus à eux du tout. Donc, d'où le regard d'ailleurs de toute façon des médias de proximité. Hein. C'est qu'il y a un rejet aujourd'hui des médias nationaux parce qu'on a l'impression que la France est devenue Paris. Voilà. Mais comme ils ont l'impression que l'Europe est Paris. Et l'Europe, c'est Paris, mais pas eux. Voilà. Donc, du coup, participer au futur du projet européen, ça serait nous de pouvoir faire toutes ces remontées. De pouvoir partager également nos expériences, nos idées et ce qu'on entend sur les territoires aujourd'hui. Donc,
et d'essayer de nous écouter. Et je suis plutôt sceptique là-dessus. Hein. C'est pour ça que, voilà, à un moment donné, je fais partie de ces gens qui se disent organisons-nous différemment pour pouvoir avoir le droit au chapitre et au débat. Donc, la conférence va toucher à sa fin. Avant de conclure, je voudrais peut-être, Laurence, que tu reviennes pour les personnes qui ne connaissent pas Euradio sur quelques émissions qui te semblent emblématiques et qui donneraient, je pense, encore plus envie, je dirais, d'écouter cette antenne de façon quotidienne, de vous brancher dessus dès 15 heures. Je suis pas sûre que en période de confinement, c'est quelque chose, tu vas avoir beaucoup de musique à partir de 15 heures. On va faire quelques chroniques, mais peut-être pas le. Mais justement, si on veut entendre les éditos, les émissions, c'est à quelle heure? À partir de 17 heures ce soir, là, tu vas commencer à voir les premiers éditos des étudiants et des journalistes européens de la radio-école jusqu'à 19 heures, je pense que c'est à peu près ça. Dans les émissions, tu peux parler de la tienne, Marianne, puisque tu participes. Voilà, oui, mais voilà. En fait, moi, je mets pas l'accent sur une, en fait, parce que le collectif, c'est pas ça. C'est un ensemble de choses. Donc, tu ne me demanderas pas et je ne mettrai pas en avant une émission plus que l'autre, tu vois. Ce qui a fait que ce média… Non, mais en tout cas, de 17h à 19h, c'est là où vous avez un peu la quintessence de la radio. Oui, ils ont fait un sacré boulot, hein, parce que c'est compliqué pour ces jeunes-là d'être confinés en France. C'est la première promotion qui ne se verra pas ou qui aura très peu vécu ensemble, tu vois. Mais cette promotion a quand même fait appel aux anciens. Donc, ça fait 24 promotions qui sont passées par Radio. Ça fait plus de 250, je crois, jeunes qui sont passés, qui les ont aidés à faire ces sujets-là. Donc, tu les entends le matin de 8h à 9h en ce moment. Je crois qu'il y a une rediffusion de certains de leurs sujets entre 12h30 et 13h30 et un programme qui commence à partir de 17h le soir en ce moment. Et avec quelques rediffusions de bénévoles, voilà pour ce qui est la partie animation société civile. Il faut quand même rappeler que ce projet, il a 3 étages, c'est-à-dire qu'il a la radio-école, c'est-à-dire que les jeunes sont notés, évalués, et il y a un vrai compte-rendu de leur expérience à Euradio. Donc, ils participent à une émission. Donc là, ils sont dispatchés sur tout le programme là aujourd'hui parce qu'on ne peut pas garder et pas encadrer une seule émission parce qu'ils ne sont pas dans les studios. Ensuite, il y a la programmation des journalistes professionnels de radio. Et puis, il y a la société civile qui participe à ce projet-là. Et, voilà. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté du projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, oui, ce n'est pas seulement un média qui est un média fait avec des journalistes professionnels. Alors, ça va évoluer parce qu'il y en aura de plus en plus sur la nouvelle mouture du projet. Mais je souhaite garder, et c'est vraiment, ça c'est réellement dans le projet, cette partie société civile, parce que c'est celle-ci qui ancre dans un territoire. De donner un accès à venir débattre, à s'exprimer dans ce média, c'est ce qui fait toute la richesse de ce projet-là. Bon, un grand merci, Laurence, et merci à tous d'avoir autant participé. Je dois dire que je suis très admirative. J'espère que j'ai été claire pour vous tous. Voilà, c'est avec un petit peu de fatigue quand même sur ces derniers jours, mais merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et… On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à les acheminer, vos questions, et on y répondra par la suite. Donc, la webconférence va être enregistrée et mise en lien, Mélène. En tout cas, un grand merci. Et n'hésitez pas à écouter Euradio. Et puis, si je peux dire quelque chose, n'hésitez pas non plus à participer. Et quand je parle de participation, c'est pas forcément de venir ou de parler à la radio, ça peut être aussi en proposition de thématiques, de sujets, voilà. Et si vous voulez participer, bien évidemment, vous êtes invité à y participer. Voilà, on a des experts qui interviennent à l'antenne. Vous êtes invité, si vous voulez faire des éditos, des billets d'humeur, des papiers. Bien évidemment, vous êtes invité à participer également à ce projet-là. Voilà. Vous semblez avoir tous un intérêt pour l'Europe. Donc, welcome sur ce projet. Merci. C'est le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.